Il existe une monnaie utilisée chaque jour par plus de 180 millions de personnes en Afrique. Une monnaie créée non pas par ces peuples eux-mêmes, mais par leurs anciens colonisateurs. Une monnaie dont une partie des réserves a longtemps été stockée à Paris, sous contrôle du Trésor français. Pour certains, le franc CFA garantit la stabilité économique et protège contre les crises monétaires. Pour d'autres, il représente le dernier symbole visible d'un système colonial jamais totalement disparu. Pourquoi cette monnaie divise-t-elle autant? Qui gagne réellement avec le franc CFA? Et surtout, les pays africains peuvent-ils vraiment être indépendants avec une monnaie liée à une puissance étrangère? Aujourd'hui, on va tout démêler. L'histoire, les accords secrets, les avantages, les critiques. Sans tabou, sans propagande, sans idéologie. Juste les faits. Cette monnaie, c'est le franc CFA. Nous sommes en 1945. L'Europe sort dévastée de la Seconde Guerre mondiale. Les économies sont en ruine, les empires vacillent, et la France, profondément affaiblie, cherche un moyen de conserver son influence sur ses colonies africaines. C'est dans ce contexte qu'est créée une nouvelle monnaie, le franc CFA. À l'époque, ce sigle signifie « Franc des colonies françaises d'Afrique ». Officiellement, cette monnaie devait apporter de la stabilité économique aux territoires africains contrôlés par la France. Paris expliquait vouloir protéger ses économies fragiles contre l'inflation et les crises monétaires. Mais derrière ce discours officiel, beaucoup d'historiens et d'économistes estiment qu'il existait un autre objectif. Garder le contrôle économique sur des territoires extrêmement riches en matières premières, en agriculture et en ressources stratégiques. Car à cette époque, l'Afrique fournit à la France du cacao, du café, du coton, du pétrole, de l'uranium, du bois et bien d'autres ressources essentielles. Contrôler la monnaie signifiait aussi contrôler le commerce, les échanges et une partie importante de l'économie africaine. Le système du franc CFA est alors directement lié au Trésor français. Les colonies africaines doivent déposer une partie de leurs réserves financières en France. En échange, Paris garantit la convertibilité de la monnaie. Autrement dit, le franc CFA peut être échangé contre la monnaie française de l'époque, puis plus tard contre l'euro. Ce mécanisme donne une certaine stabilité, mais crée aussi une forte dépendance. Puis arrivent les années 1960. Partout en Afrique, les peuples réclament leur liberté. Les indépendances se multiplient. Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Niger, Tchad, les drapeaux changent, les hymnes nationaux naissent et les dirigeants africains prennent officiellement le pouvoir. Mais malgré ces indépendances politiques, quelque chose d'essentiel ne change pas, la monnaie. Le franc CFA reste en place. Le nom évolue pour donner l'impression d'un nouveau départ. En Afrique de l'Ouest, le CFA signifie désormais Communauté financière africaine. En Afrique centrale, il devient Coopération financière en Afrique centrale. Les mots changent, les billets changent parfois de design. Mais le fonctionnement général, lui, reste presque identique. La monnaie demeure liée à la France. Les réserves continuent d'être centralisées en partie à Paris pendant des décennies. Et la Banque de France conserve une influence importante dans le système monétaire. Pour les défenseurs du franc CFA, ce système a permis d'éviter l'hyperinflation, de rassurer les investisseurs étrangers et de maintenir une certaine stabilité économique dans plusieurs pays africains. Selon eux, de nombreux États ayant créé leur propre monnaie ont parfois connu de graves crises financières. Mais pour les critiques, le franc CFA représente surtout une indépendance incomplète. Ils estiment qu'aucune nation ne peut être totalement souveraine si elle ne contrôle pas entièrement sa monnaie et sa politique économique. Certains parlent même d'un colonialisme monétaire moderne. Depuis plusieurs années, le débat devient de plus en plus intense. Des économistes, des activistes, des chefs d'État et des citoyens africains demandent une réforme profonde, voire la disparition totale du franc CFA. Certains pays veulent créer une monnaie africaine indépendante, capable de rompre définitivement avec l'héritage colonial. Alors, le franc CFA est-il un outil de stabilité ou un symbole de dépendance? Une protection économique ou une chaîne invisible laissée par l'histoire coloniale? Pour comprendre ce débat explosif, il faut regarder les faits, l'histoire et les conséquences réelles sur des millions de vies africaines. Maintenant que tu connais les origines du franc CFA, il est temps de comprendre comment ce système fonctionne concrètement. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant et pour beaucoup, vraiment dérangeant. Pour bien saisir le mécanisme du CFA, il faut comprendre 3 piliers fondamentaux sur lesquels repose tout ce système depuis sa création. 3 règles qui semblent techniques en apparence, mais qui ont des conséquences très concrètes sur la vie de 180 millions de personnes. Premier pilier, la parité fixe. Le franc CFA est arrimé à l'euro. Avant ça, il était arrimé au franc français. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que la valeur du CFA ne fluctue pas librement sur les marchés internationaux comme le ferait une monnaie normale. Elle est fixée, stable, prévisible. Et qui garantit cette stabilité? La France. En échange de cette garantie, les pays africains de la zone CFA sont obligés de déposer une partie de leurs réserves de change auprès de la Banque de France. Pendant des décennies, ce chiffre était de 65% de leurs réserves totales.
65%. Imagine, tu gagnes 100 francs et tu es obligé d'en mettre 65 dans le compte de ton voisin pour que lui te garantisse que ton argent a de la valeur. En 2019, après des années de pression, ce taux a officiellement été revu. Mais le principe fondamental, lui, n'a pas changé. Ce premier pilier a un avantage indéniable, il protège contre l'inflation galopante. Mais il a un coût énorme, les pays africains perdent une partie de leur souveraineté sur leur propre argent. Deuxième pilier, la libre convertibilité. Le franc CFA est librement convertible en euros. À première vue, ça semble être une bonne chose. Un commerçant sénégalais peut échanger ses francs CFA contre des euros sans restriction. Un investisseur européen peut entrer et sortir son capital facilement. Mais regarde ce que ça produit dans la réalité. Quand une monnaie est trop facilement convertible, elle favorise les importations plutôt que la production locale. Pourquoi ? Parce qu'il est plus simple et souvent moins cher d'importer des produits européens que de les fabriquer localement. Résultat, les industries locales peinent à se développer. Les marchés africains se retrouvent inondés de produits étrangers. Et l'argent, au lieu de circuler et de se multiplier à l'intérieur des économies africaines, prend le chemin de l'extérieur. La libre convertibilité, c'est une porte grande ouverte. Pratique pour faire entrer des investissements, mais tout aussi pratique pour laisser sortir les richesses. Troisième pilier, la libre transférabilité. C'est peut-être le pilier le plus méconnu et le plus lourd de conséquences. La libre transférabilité signifie que les capitaux peuvent quitter librement la zone CFA vers la France et vers l'extérieur sans aucune restriction. Concrètement, une multinationale qui exploite des ressources naturelles en Côte d'Ivoire peut rapatrier l'intégralité de ses bénéfices en Europe du jour au lendemain. Aucune obligation de réinvestir localement. Aucune contrainte, l'argent part, et avec lui, les opportunités de développement. Des économistes africains appellent ça la fuite des capitaux institutionnalisés. Ce n'est pas un bug du système, c'est une fonctionnalité. Ces trois piliers, parité fixe, libre convertibilité, libre transférabilité, forment ensemble une architecture monétaire qui a été conçue à Paris pour des intérêts parisiens en 1945. La question que beaucoup posent aujourd'hui est simple, est-ce que cette architecture sert encore, ou a-t-elle jamais vraiment servi, les intérêts des peuples africains ? C'est exactement ce qu'on va explorer dans la partie suivante, avec les arguments de ceux qui défendent ce système et de ceux qui veulent le détruire. Jusqu'ici, on a parlé des origines du CFA et de son fonctionnement. Et je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent déjà. Mais avant de tirer des conclusions, il faut être honnête intellectuellement. Parce qu'il existe des arguments sérieux, solides, défendus par des économistes africains respectables, en faveur du maintien du franc CFA. Et ces arguments méritent d'être entendus. Alors mettons nos émotions de côté quelques minutes. Et écoutons l'autre côté du débat. Premier argument, la stabilité monétaire, un bouclier contre le chaos. Pour comprendre la valeur de la stabilité monétaire, il suffit de regarder ce qui se passe quand elle disparaît. Le Zimbabwe, dans les années 2000, a connu une hyperinflation cataclysmique. À son pic, le taux d'inflation atteignait 89,7 sextillions pour cent par mois. Les billets de banque ne valaient plus rien. Les gens se promenaient avec des brouettes remplies d'argent pour acheter du pain. Des économies entières de familles ont été effacées en quelques semaines. L'Angola, le Ghana, la Sierra Leone ont tous traversé des crises monétaires sévères avec des dévaluations brutales qui ont appauvri des millions de personnes du jour au lendemain. Dans la zone CFA, ce scénario ne s'est jamais produit. Depuis 1945, l'inflation y est restée structurellement maîtrisée. Pour un commerçant, pour une famille qui épargne, pour une PME qui planifie ses investissements, cette prévisibilité a une valeur réelle et concrète. Elle permet de faire des projets. Elle permet de dormir la nuit sans craindre que ses économies s'évaporent. Ce n'est pas rien, et ceux qui minimisent cet avantage n'ont probablement jamais vécu dans un pays où la monnaie s'effondre. Deuxième argument, la crédibilité internationale comme levier d'attraction. Dans le monde des affaires internationales, la confiance est une monnaie en soi. Et le franc CFA, adossé à l'euro, bénéficie d'une crédibilité que peu de monnaies africaines indépendantes peuvent revendiquer. Un investisseur étranger qui s'installe au Sénégal ou en Côte d'Ivoire sait exactement à quoi s'en tenir. Pas de risque de dévaluation surprise, pas de contrôle d'échange imprévisible, pas de volatilité qui peut effacer ses marges du jour au lendemain. Cette sécurité attire des capitaux étrangers, facilite les échanges commerciaux avec l'Europe et donne aux entreprises locales accès à des financements internationaux à des taux plus compétitifs. Certains économistes estiment que sans le CFA, les pays de la zone auraient des primes de risque beaucoup plus élevées sur leurs emprunts internationaux, ce qui rendrait le financement de leurs infrastructures encore plus coûteux qu'il ne l'est déjà. Troisième argument, la sortie du CFA serait une opération à très haut risque. C'est peut-être l'argument le plus pragmatique et le plus inconfortable pour les partisans de la rupture immédiate. Créer une nouvelle monnaie ou rejoindre une zone monétaire alternative ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des institutions solides, des banques centrales crédibles, des réserves de change suffisantes, une coordination politique entre des pays aux intérêts parfois divergents. Et surtout, ça demande du temps.
Regardez l'écho, la monnaie commune de la CEDEAO promise depuis des décennies. Malgré la bonne volonté affichée, les négociations patinent. Les critères de convergence économique ne sont pas remplis. Les rivalités politiques entre le Nigeria, le Ghana et les pays francophones freinent le processus. Résultat, zéro monnaie commune en vue. L'économiste ivoirien Célestin Monga le dit clairement. Sortir du CFA sans alternative solide et préparée, c'est risquer une crise économique violente qui toucherait en premier les populations les plus vulnérables. Pas les élites, pas les multinationales, les gens ordinaires. Et l'histoire économique mondiale est remplie de transitions monétaires mal gérées qui ont coûté des années de développement à des pays entiers. Voilà, ces arguments existent, ils sont réels, ils sont défendus par des personnes sérieuses qui veulent le meilleur pour l'Afrique, tout autant que ceux qui réclament la fin du CFA. Mais maintenant, il est temps d'entendre l'autre camp, celui qui dit que malgré tout ça, le CFA reste fondamentalement un outil de domination. Et leurs arguments sont tout aussi puissants. C'est ce qu'on voit, dans la partie suivante. On vient d'entendre les défenseurs du CFA. Des arguments sérieux, on l'a dit. Mais maintenant, il est temps d'écouter ceux qui estiment que ce système, malgré ses avantages apparents, reste fondamentalement injuste. Et leurs arguments sont tout aussi solides, sinon plus percutants. Parce que derrière les chiffres rassurants et les discours sur la stabilité, il y a une réalité que 180 millions d'Africains vivent chaque jour. Et cette réalité mérite d'être dite clairement. Premier argument, pas de souveraineté monétaire, pas de souveraineté réelle. La monnaie d'un pays, ce n'est pas juste un bout de papier avec des chiffres dessus. C'est un outil de politique économique. C'est le levier principal qu'un gouvernement utilise pour agir sur son économie, stimuler la croissance, protéger ses industries, financer ses infrastructures, répondre à une crise. Or avec le CFA, ce levier n'existe pas. Les pays de la zone ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour rendre leurs exportations plus compétitives sur les marchés mondiaux. Ils ne peuvent pas ajuster leur politique monétaire en fonction de leurs besoins spécifiques. Ils ne peuvent pas décider souverainement de la quantité de monnaie en circulation dans leur économie. L'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla le résume ainsi, un pays qui ne contrôle pas sa monnaie ne contrôle pas son destin économique. Point. Et quand on regarde les pays qui ont connu les plus grandes transformations économiques de ces 50 dernières années, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l'Inde, tous ont utilisé leur souveraineté monétaire comme un outil stratégique de développement. Une option que les pays CFA n'ont tout simplement pas. Deuxième argument, 80 ans de CFA, et toujours les mêmes résultats. C'est l'argument le plus dévastateur. Et il est purement factuel. Si le franc CFA était vraiment un moteur de développement économique, après 80 ans d'existence, on devrait voir des résultats. Des industries florissantes, des économies diversifiées, un niveau de vie en hausse constante, une réduction significative de la pauvreté. Or, regardons la réalité. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, tous membres de la zone CFA, figurent systématiquement parmi les pays les plus pauvres du monde dans l'indice de développement humain. La Côte d'Ivoire, souvent citée comme le meilleur élève de la zone, reste massivement dépendante de l'exportation de cacao brut, sans transformation locale significative depuis des décennies. La stabilité monétaire n'a pas produit la diversification économique. Elle n'a pas créé des industries locales compétitives. Elle n'a pas permis à ces pays de monter dans les chaînes de valeur mondiale. Et si un système existe depuis 80 ans sans produire les résultats promis, il est légitime de se demander, pour qui fonctionne-t-il vraiment? Troisième argument, la fuite des capitaux institutionnalisés. On en a parlé rapidement dans la partie sur le fonctionnement. Mais ici, creusons davantage. La libre transférabilité des capitaux hors de la zone CFA n'est pas une conséquence accidentelle du système. C'est une fonctionnalité délibérée. Des multinationales françaises et européennes opèrent en Afrique de l'Ouest et centrale depuis des décennies. Elles extraient des ressources naturelles, génèrent des profits considérables, et rapatrient ces profits en Europe sans aucune contrainte. L'argent qui devrait rester en Afrique, circuler dans les économies locales, financer des écoles et des hôpitaux, prend le chemin de Paris, Lyon ou Bordeaux. L'économiste ivoirien Kako Nubukpo appelle ça un aspirateur à richesse. Et les chiffres lui donnent raison. Selon plusieurs études économiques, les flux financiers illicites et légaux qui quittent l'Afrique subsaharienne chaque année dépassent largement l'aide publique au développement que le continent reçoit. Autrement dit, l'Afrique donne plus qu'elle ne reçoit. Et le CFA facilite structurellement ce mouvement. Quatrième argument, le symbole politique qui empoisonne tout. Au-delà des chiffres et des mécanismes, il y a une dimension symbolique que l'on ne peut pas ignorer. Une monnaie, c'est aussi une identité. C'est l'expression de la confiance qu'un peuple a en lui-même et en ses institutions. Quand des millions d'Africains utilisent chaque jour une monnaie créée par leur ancien colonisateur, gérée en lien avec ses institutions, portant l'héritage de la domination coloniale, quel message cela envoie-t-il? Quel impact cela a-t-il sur la psychologie collective, sur l'ambition économique, sur la capacité à imaginer un avenir différent? Thomas Sankara, le président burkinabé assassiné en 1987, l'avait dit avec une clarté tranchante. Une monnaie imposée de l'extérieur est une arme de guerre économique.
pas une protection, une arme. Et cette question du symbole, loin d'être secondaire, est au cœur de ce que beaucoup de jeunes Africains ressentent aujourd'hui. Une génération qui refuse de plus en plus d'hériter de systèmes qu'elle n'a jamais choisis. Voilà les arguments contre le CFA. Puissant, documenté, légitime, mais comme toujours, la vérité complète se trouve rarement dans un seul camp. Alors maintenant que tu as entendu les deux côtés, c'est à toi de te faire ton propre avis. Et c'est exactement ce dont on va parler. En conclusion, le franc CFA n'est ni un simple outil technique, ni un complot diabolique. C'est un héritage colonial complexe qui a des effets réels sur des millions de vies. La vraie question n'est pas CFA ou pas CFA, c'est quel projet économique l'Afrique veut-elle construire pour elle-même? Des alternatives existent. L'ECO, la monnaie commune de la CEDEAO, est sur la table depuis des années. Mais les décisions politiques tardent. Et pendant ce temps, le débat continue, dans les universités, dans les marchés et maintenant. Dans vos commentaires, dites-moi, vous pensez quoi du franc CFA? Est-ce qu'on devrait en sortir? Et si oui, comment? La discussion est ouverte en bas. Surtout abonne-toi, partage et like avant la prochaine vidéo.